Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La façon dont tu choisis d'utiliser la première heure de ta matinée est un reflet brutal de qui tu es vraiment. Peu importe combien de plans tu écris, ni quelles bonnes intentions tu as la veille. Ce que tu fais en te réveillant révèle ton niveau d'autodiscipline et la qualité de ton esprit. La plupart cèdent à l'inertie, se laissent entraîner par l'attrait du téléphone, l'urgence de répondre aux messages, le bruit de ce que les autres attendent de toi. C'est ainsi que commence la journée pour presque tout le monde, en étant l'effet de forces externes, pas la cause de sa propre vie. Mais il existe une autre façon de commencer. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire avant de dormir. C'est un entraînement mental quotidien, un mécanisme de défense et de progrès. Celui qui contrôle sa première heure contrôle le reste de la journée. La sérénité n'est pas un cadeau. Elle se construit, elle se tire de la routine et de la peur avec discipline et clarté. Chaque matin est un examen, et la note dépend de ta capacité à choisir la conscience plutôt que la réaction, la vertu plutôt que le confort, le but plutôt que la routine. Aujourd'hui, je ne te propose pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te sentir mieux 5 minutes. Je te propose 10 exercices mentaux qui peuvent briser la paresse et l'automatisme qui te freinent. Nous ne sommes pas des victimes du matin, nous en sommes responsables. La façon dont tu commences la journée est ta véritable déclaration de principe. Entraîne ton esprit avant que le monde n'essaie de le conditionner à ta place. 1. Choisissez votre attitude avant de commencer la journée. La plupart des gens se lèvent déjà vaincus. Ce n'est pas que la journée les batte, c'est qu'ils ne se battent même pas. À peine ouvrent-ils les yeux et leur premier acte est de se rendre. Ils prennent leur téléphone, s'immergent dans des messages d'autrui et sans s'en rendre compte, ils cèdent le contrôle de leur humeur à tout ce qui apparaît sur l'écran. Si vous commencez ainsi, ce n'est pas le destin qui vous pousse, c'est vous-même qui vous met la corde au cou chaque matin. Il est facile de se justifier en disant que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne la vie moderne, ou que demain, vous ferez les choses différemment. Mais ces phrases sont l'usine de la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans la première heure, vous le maîtriserez le reste de la journée. Et c'est un fait. L'attitude avec laquelle vous vous levez est votre première décision, pas un accident. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Vous êtes responsable de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit à peine réveillé. Allez-vous choisir de commencer la journée avec de l'anxiété empruntée ou avec une direction propre? Si votre première pensée est réactive, vous avez déjà perdu l'initiative. Si vous ne prenez pas une position ferme avant de sortir du lit, n'importe quel courant vous emportera et, à midi, vous serez déjà en train de répéter des schémas automatiques, justifiant vos réactions, accumulant de la frustration en vous sentant à la merci de tout et de tous. Il ne s'agit pas de se sentir motivé, il s'agit d'exercer un contrôle. Un stoïque n'attend pas que les circonstances soient favorables pour décider qui il veut être. Je ne vous parle pas de sourire faux ni de positivisme bon marché. C'est autre chose. Reconnaître, de front et sans anesthésie, que votre attitude est l'outil le plus puissant que vous ayez et que, si vous ne l'utilisez pas, vous la gaspillez. Il y a un moment, à peine vous ouvrez les yeux, où vous pouvez choisir entre suivre le même scénario ou en écrire un nouveau. Cette décision est un petit acte de rébellion contre l'inertie. Et oui, c'est difficile. Au début, ça fait mal. Mais chaque fois que vous choisissez la conscience, vous gagnez du muscle mental. Et chaque fois que vous vous abandonnez au pilote automatique, cette dette interne grandit. Demandez-vous, allez-vous être l'auteur de votre journée ou juste un spectateur? Il n'y a pas de neutralité ici. Personne ne va vous offrir de la clarté, de l'autodiscipline ou un but. La première minute de la journée est à vous ou elle est aux autres. Choisissez votre attitude ou quelqu'un d'autre la choisira pour vous. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue commence dans ce choix silencieux. Le caractère se forge quand personne ne vous regarde. Ce que vous tolérez le matin définit ce que vous permettez dans votre vie. La médiocrité est confortable, mais elle vous coûte cher avec les années. Proposez-vous, aujourd'hui, avant de sortir du lit,
Je décide d'être maître de mon humeur. Personne ne va mener cette bataille pour vous. Commencez par vous-même et ne négociez pas avec votre faiblesse. 2. Protège ton esprit du bruit extérieur. À peine ouvres-tu la porte de ta maison, le monde est déjà en train de parler. Klaxons, voix, notifications, annonces collées sur les murs, fragments de conversation d'autrui. Tout rivalise pour attirer ton attention, comme si ton esprit était un écran public sur lequel n'importe qui peut laisser un message. Il est facile de se perdre là-dedans, de laisser la première vague d'informations t'emporter et dicter ton humeur, tes priorités, même les préoccupations que tu vas porter toute la journée. Parfois, il n'est même pas nécessaire de sortir. Il suffit d'allumer le téléphone ou de regarder les emails pour sentir que quelque chose d'extérieur décide déjà pour toi. Et si tu le permets, la clarté avec laquelle tu t'es réveillé se trouble, comme une eau claire qui devient trouble au premier contact avec la boue. Ce n'est pas un hasard si tu termines épuisé avant midi. Ton esprit traite des centaines de stimuli que tu n'as même pas choisis, et chacun laisse un petit résidu, une inquiétude, un doute, un désir qui n'était pas le tien, jusqu'à ce que quelqu'un le sème sans demander la permission. Dans ce désordre, le plus facile est de perdre le fil de tes propres intentions et de commencer à fonctionner en mode automatique, répondant à ce que les autres attendent, à ce que l'environnement exige, à ce qu'un écran dicte. Le mécanisme est subtil. On pense qu'on choisit, mais en réalité, on ne fait que réagir. Si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer dans ta tête, tu finis par vivre avec des idées empruntées et des émotions de seconde main. Il y a un piège caché dans l'excès d'informations. Cela te donne l'impression d'être connecté, mais en réalité, cela te fragmente. Chaque morceau de nouvelles, chaque opinion d'autrui, chaque urgence fausse épuise ton énergie mentale, jusqu'à ce qu'il te soit difficile de distinguer l'important de l'accessoire. C'est comme essayer d'écouter ta propre voix dans une foule qui crie. Et c'est ici que se joue l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais d'apprendre à défendre ton espace mental, de mettre des limites claires à ce que tu permets de t'affecter. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque stimulus ne mérite une réaction. Tout ce qui arrive ne doit pas rester, rappelle-le chaque matin. Le stoïque comprend que l'esprit est une ressource limitée et que le protéger du bruit extérieur est une forme de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'hygiène mentale. Si tu ouvres la porte à chaque message, à chaque opinion, à chaque demande d'autrui, tu finis par devenir esclave d'un agenda qui n'est pas le tien. C'est pourquoi choisis tes premières sources d'information avec le même sérieux que celui avec lequel tu choisis quoi manger ou en qui faire confiance. La véritable clarté n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une sélection consciente. Ce que tu permets de t'influencer finit par façonner ton caractère. Que ta journée ne commence pas avec le poids de l'extérieur. Entraîne-toi à protéger ton esprit. Celui qui ne met pas de filtre finit par vivre dans le désordre des autres. 3. Dirige tes pensées, ne les suis pas. Je l'admets, souvent j'ai laissé mes pensées me mener à des endroits que je n'ai pas choisis, comme si elles étaient des courants inévitables. On se trompe en croyant qu'on raisonne, alors qu'en réalité, on suit simplement le fil d'une préoccupation, d'une peur, d'une vieille habitude mentale qui se réactive sans avertissement. Ce glissement n'est pas inoffensif, c'est le début d'une chaîne. Une pensée en entraîne une autre, l'anxiété se multiplie, le focus se disperse, et sans s'en rendre compte, on ne vit plus le jour que l'on avait prévu, mais celui que notre esprit chaotique nous impose. Le piège réside dans l'apparence d'activité mentale. Tu crois que penser beaucoup équivaut à bien penser, mais ce n'est pas vrai. La pensée, si elle n'est pas dirigée, devient du bruit déguisé en analyse. Et ce bruit est coûteux. Il consomme ton énergie, affaiblit ta volonté et te rend vulnérable à tout stimulus extérieur. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée de force, comme celui qui réprime une vague. Il s'agit de comprendre le mécanisme. Ce que tu ne choisis pas délibérément s'impose par inertie. Le cerveau est conçu pour économiser des efforts et répéter des schémas, même ceux qui te sabotent. Si tu ne filtres pas,
Si tu ne diriges pas, tu finis par être coincé dans des boucles mentales qui ne font qu'alimenter de vieilles habitudes et des émotions qui ne te servent plus. C'est ici que la stratégie stoïque est implacable. N'accepte pas chaque pensée comme si elle était vérité, ni honnête, cette pensée me rapproche-t-elle de la personne que je veux être ou renforce-t-elle simplement ma version la plus faible? Choisis. Diriger l'esprit est un acte d'autodiscipline quotidienne, pas un coup d'inspiration occasionnel. La pratique est concrète. Dès que tu remarques que ton esprit divague, arrête le flux et redéfinis la direction. Tu peux utiliser une phrase d'ancrage « Je ne suis pas les pensées, je les dirige ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Chaque fois que tu interromps un cycle négatif et choisis de délibérer, tu renforces le muscle de la volonté. Cela génère une différence cumulative. La personne que tu es à la fin de la semaine n'est pas celle qui réagit par habitude, mais celle qui décide avec intention. Les pensées sont des outils, pas des maîtres. Si tu les laisses gouverner, tu deviens esclave de tes propres mécanismes. Si tu les choisis et les canalises, le jour ne te domine plus, c'est toi qui domines le jour. N'accepte pas la tyrannie de ton esprit sans résistance. Soit tu prends le gouvernail, soit ce sont tes vieux fantômes qui le prendront. 4. Fais de la discipline ton premier acte. Un petit geste peut changer le cours de toute une journée, comme lorsque quelqu'un, avant que les autres n'entrent dans la pièce, réorganise les papiers sur la table et ajuste la chaise. Ce n'est pas seulement pour l'ordre, c'est une déclaration silencieuse de contrôle sur l'espace et le moment. C'est ainsi que fonctionne la discipline dans la première heure de la journée. Je ne parle pas de grandes prouesses ni de routines parfaites, mais de ce premier acte qui semble insignifiant, mais qui contient la graine de tout ce qui vient après. Le corps assommeille, la tête cherche des excuses, les muscles pèsent plus que d'habitude, et l'esprit murmure déjà des négociations pour reporter, pour se laisser aller. Là, juste à cet instant, tu décides si tu t'appartiens ou si tu te laisses aller à la commodité habituelle. Le premier acte discipliné ne se voit pas de l'extérieur, mais se ressent. C'est la décision de te lever dès que l'alarme sonne, de poser les pieds sur le sol froid, d'aller directement au robinet et de laisser l'eau te réveiller, même si tu préfères la chaleur du lit. Cette fraction de seconde où tu choisis l'inconfort plutôt que le plaisir immédiat est là où tu commences à écrire le véritable scénario de la journée. La discipline ne concerne pas le châtiment ni la rigidité, mais de te prouver, dès le matin, que tu as la capacité de diriger ta volonté, même si le corps réclame le contraire. C'est regarder le téléphone et, au lieu de glisser le doigt, le laisser de côté. C'est préparer le petit déjeuner avec attention, même si la précipitation t'invite à tout faire en automatique. Il y a quelque chose de profondément libérateur à prendre le contrôle de ces petites actions. Le silence de l'espace, les sons concrets de l'environnement, le frottement des vêtements en s'habillant, la respiration qui devient plus ferme. Là, dans ces détails, se construit la différence entre une journée traînée et une journée dirigée. Parce que chaque petit acte discipliné est comme poser une pierre de plus dans les fondations de ton caractère. La discipline est ton bouclier invisible. Rappelle-toi cela lorsque la paresse voudra gouverner. L'esprit, en voyant que tu obéis à tes propres ordres, commence à avoir plus confiance en toi. Tu cesses d'être un otage des impulsions, car, même si elles sont fortes, elles ne sont pas les chefs. Tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, même si personne ne regarde. Cela a une valeur inestimable, car la véritable estime de soi ne vient pas de discours grandiloquents, mais de l'accumulation de ces petites victoires intérieures. Personne ne t'applaudit pour ne pas regarder ton téléphone, pour commencer une tâche qui te met mal à l'aise, pour sortir marcher même si tu préfères rester au lit. Mais là, dans ce silence, se forge la personne que tu vas respecter à la fin de la journée. Le premier acte discipliné n'est pas négociable. Si tu cèdes, tout le reste perd de sa force. Fais de la discipline ton premier acte et tout le reste s'organisera derrière.
Si tu maîtrises le début, tu maîtrises la journée. 5. Trouve de la force dans l'inconfort. Le confort te rend plus faible que n'importe quel adversaire réel. C'est aussi simple que cela. Si tu te réfugies dans la tiédeur, tu t'entraînes à céder chaque fois que la vie te demande un effort. Personne ne devient fort en évitant l'inconfort. Chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu nourris justement la partie de toi qui te sabote le plus. La société entière te vend l'idée que tu mérites un plaisir immédiat, un repos sans l'avoir gagné, une gratification sans lutte. C'est du poison, une anesthésie pour le caractère, un piège qui te transforme en otage de tes propres désirs paresseux. Il faut le dire sans détour. Si tu cherches à grandir, l'inconfort n'est pas un obstacle, c'est le seul maître qui ne ment pas. La douleur momentanée de surmonter la paresse, l'inconfort physique de l'exercice, l'effort de rester concentré quand tu préférerais te distraire, sont des investissements. Chaque inconfort supporté consciemment est une brique de plus dans la forteresse de ta volonté. Ce qui te coûte, te construit. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité biologique et psychologique. Tu veux savoir pourquoi tu continues à répéter les mêmes erreurs? Parce qu'à peine quelque chose te dérange, tu abandonnes. Tu changes de tâche, cherches une distraction, inventes des excuses de adulte fatigué. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la malchance. C'est ta tolérance à l'inconfort qui détermine ta limite. Si tout ce que tu fais est conçu pour éviter tout contact avec l'inconfort, prépare-toi à une vie de faiblesse et de regret. Le stoïcisme n'est pas une littérature ancienne, c'est un entraînement mental pour résister au poids de la vie sans plier. Observe tes matins. Quand le corps demande 5 minutes de plus au lit, quand l'esprit exige que tu reportes ce qui est difficile, c'est là que tout se joue. Celui qui cède à ses petites gênes cède ensuite dans les grandes choses. La force n'est pas spontanée, elle se cultive dans la répétition inconfortable. Arrête de glorifier la facilité, arrête de te protéger de ce qui te fait un peu mal. Le véritable respect de soi naît lorsque tu supportes l'inconfort et que tu restes ferme. L'inconfort est l'alchimie de ceux qui refusent d'être moyens. Prends-le comme une loi. N'attends pas de te sentir prêt. Le moment d'inconfort n'est jamais agréable, mais c'est là que se trouve l'or. Lorsque tu choisis délibérément ce qui est difficile, tu te prouves que tu es capable de gouverner ton esprit et ton corps. C'est la différence entre une journée médiocre et une journée de véritable avancée. Tu n'es pas spécial en évitant la douleur, tu es commun. Celui qui embrasse l'inconfort comme partie de l'entraînement quotidien est celui qui finit par exceller dans n'importe quel domaine. Alors, la prochaine fois que le matin te propose 2 chemins, le confortable et l'inconfortable, tu sauras que l'option correcte est celle qui te coûte le plus. Parce qu'il n'y a pas de force sans friction, ni de clarté sans traverser le poids de ce qui dérange. Choisis l'inconfort, et la journée cessera de te sembler un ennemi. 6. Choisis la vertu plutôt que la gratification facile. La gratification facile te rend faible. C'est la racine du problème que presque personne n'ose regarder en face. Il ne s'agit pas seulement de petites décisions, mais de la manière dont tu t'entraînes chaque matin, chaque fois que tu choisis le confortable, l'immédiat, ce qui te promet un soulagement rapide, tu sacrifies une partie de ton intégrité. Le mécanisme est simple et brutal. Tu évites l'effort. Tu tombes dans la tentation de ce qui te séduit un instant et ensuite tu traînes le poids invisible de la culpabilité, de la frustration, de la sensation d'avoir échoué encore une fois. Personne n'a besoin de te le rappeler. Tu le sens dans ton corps et dans ton esprit, car chaque concession à la facilité est un message direct à ton caractère. Tu n'es pas capable de résister. Cette fracture s'accumule. Et peu importe combien d'excuses tu inventes pour la cacher, cela se voit dans ta manière de regarder la journée, dans la peu d'énergie avec laquelle tu fais face aux défis, dans cette voix intérieure qui te demande moins que ce que tu sais que tu pourrais donner. La véritable bataille n'est pas contre le plaisir, mais contre la tendance à céder à lui sans filtre. Le problème est beaucoup plus profond que avoir de la volonté. C'est le manque d'un critère interne qui guide tes décisions quand personne ne te voit.
Il y a une voix automatique, presque programmée, qui t'invite à prendre le raccourci, dormir 5 minutes de plus, vérifier le téléphone par habitude, manger n'importe quoi, juste parce que c'est à portée de main. Cette voix est l'écho d'années de conditionnement, de routines mal apprises, de croyances qui te disent que ce n'est pas grave si tu lâches un peu. Mais si, ça l'est. Chaque acte d'auto-indulgence est un recul silencieux qui façonne l'identité que tu tolères d'être. La gratification immédiate est une dette à long terme. Elle te vole l'opportunité de ressentir une véritable fierté pour qui tu es à la fin de la journée. La clé est de cesser de négocier avec tes faiblesses et de commencer à choisir ce qui renforce ton caractère, même si ça fait mal, même si ça coûte, même si personne ne le remarque. Il ne s'agit pas de vivre une vie de privation absurde, mais de comprendre que la vertu, la tempérance, l'honnêteté, l'autodiscipline a une valeur qui ne se mesure pas en plaisir momentané, mais en la qualité de la personne que tu construis avec chaque décision. Il faut regarder en face tes propres excuses. As-tu vraiment besoin de cette gratification ou es-tu juste en train de fuir le travail intérieur que tu sais que tu dois faire ? L'esprit s'habitue vite à la facilité, mais il peut aussi être entraîné à choisir ce qui élève, ce qui laisse une empreinte positive sur ton estime de soi. La vertu n'est pas négociable, répète-le lorsque la tentation se présente. L'intégrité ne se construit pas dans les grands moments, mais dans ces secondes inconfortables où tu choisis le chemin difficile parce que tu sais qu'il est le bon. Le plaisir sans mérite ne laisse pas de paix, seulement du vide. La gratification facile est l'ennemi de la liberté. Si tu veux du respect de soi, choisis la vertu, même si tout ton corps réclame le contraire. Maîtrise aujourd'hui, satisfaction réelle demain. 7. Anticipe les défis, pas les thèmes. Vous sortez de chez vous et à peine quelques mètres parcourus, le trafic est bloqué. Il y a une file d'attente au magasin, quelqu'un vous parle à la hâte et vous avez déjà la sensation que la journée se complique avant même de pouvoir prendre de l'élan. Ce n'est pas de la malchance, ni un coup du sort. La vie n'est pas conçue pour vous laisser le chemin libre, et si chaque petit contretemps vous surprend comme s'il s'agissait d'une injustice, c'est parce que vous continuez à espérer que tout fonctionne selon vos désirs. Voici l'erreur fondamentale. La plupart des gens abordent la matinée comme si c'était une feuille blanche, espérant qu'elle reste propre, alors qu'en réalité, le monde vient déjà avec des tâches, des obstacles, des exigences extérieures et des désajustements inévitables. Si vous n'anticipez pas cela, vous devenez otage de votre propre naïveté, réagissant avec frustration à chaque faux pas, accumulant irritation et interprétant chaque inconvénient comme une offense personnelle. C'est vivre sur la défensive, et cela vous épuise bien avant midi. Ce qui distingue ceux qui avancent avec assurance, ce n'est pas qu'ils aient moins de problèmes, mais qu'ils s'entraînent à attendre les défis et à les affronter sans drame. Le mécanisme est clair. Si au réveil vous partez du principe que la journée apportera des difficultés, et vous le faites de manière consciente, pas résignée, votre esprit se programme pour répondre, pas pour se lamenter. Il s'agit de vous inoculer contre la surprise, de construire une tolérance active au désordre, aux erreurs des autres, au retard, aux imprévus. Ainsi, lorsque le premier obstacle apparaît, vous ne perdez pas de temps à vous plaindre ni à chercher des coupables. Vous prenez simplement la décision de vous adapter, d'ajuster le plan, de recommencer si nécessaire. Le stoïcisme est une pure stratégie. Vous préparez mentalement à ce qui va presque sûrement mal tourner, non pas pour vous enfoncer dans le pessimisme, mais pour renforcer cette partie de vous qui ne négocie plus avec la réalité. Si vous savez qu'il y aura du poids, vous ajustez votre posture. Si vous savez que tout peut changer sans avertissement, vous entraînez la flexibilité de votre caractère. Anticiper n'est pas craindre. C'est décider à l'avance que vous ne vous briserez pas. C'est la phrase emblématique que vous devez vous rappeler. Chaque fois que vous êtes surpris par ce qui était prévisible, vous perdez de l'énergie et du pouvoir de décision. Si, en revanche, vous vous levez avec la conviction que les défis ne sont pas des anomalies, mais font partie du design de la journée, la fatigue émotionnelle diminue et la frustration perd de sa force.
Ce n'est pas de la résignation ni de la froideur. C'est un entraînement délibéré pour réduire l'écart entre ce que vous attendez et ce qui se passe. Celui qui anticipe les coups ajuste son humeur. Celui qui attend seulement du confort paie le prix de la déception constante. C'est pourquoi, avant de sortir, dites-vous « Aujourd'hui, je ferai face à des obstacles et je répondrai avec clarté ». Cette phrase fonctionne comme un bouclier invisible. N'ayez pas peur des défis. Utilisez-les pour mesurer votre croissance. Celui qui anticipe ne se paralyse pas, il agit avec un avantage. Votre sérénité dépend de votre préparation mentale, non de l'absence de problèmes. 8. Pratiquez la compassion comme une force quotidienne. J'ai du mal à l'admettre, mais il y a des matins où je sors dans la rue avec le froncement de sourcils et la mâchoire serrée, comme si j'étais déjà prêt à me défendre contre le monde avant même que quelqu'un ne me regarde. Je sens le poids de mes propres préoccupations s'accumuler derrière mes yeux et, en croisant des inconnus, la dernière chose à laquelle je pense est de les voir comme des personnes traversant leur propre bataille. Je deviens dur à l'intérieur, presque mécanique dans mes gestes. Je regarde le conducteur impatient, la dame qui marche lentement, le jeune distrait au coin de la rue. Et tout cela, je le filtre à travers le prisme de ma propre fatigue ou de mes propres jugements. Dans cet état, la compassion n'est pas une priorité. C'est à peine un joli mot qui résonne au loin, comme s'il appartenait à un autre type de personne, plus douce ou plus éclairée. Mais il suffit que quelqu'un me renvoie un simple sourire ou un salut sincère pour que je remarque le contraste brutal. Cette petite fissure dans l'armure me rappelle tout ce que je perds en me durcissant. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un muscle qui s'atrophie si tu l'ignores, et chaque matin j'ai le choix de l'exercer ou de le laisser mourir. Dans la pratique, la compassion commence par les choses les plus simples. Prêter attention au visage, reconnaître la fatigue dans les yeux des autres, remarquer comment quelqu'un tient son téléphone avec des mains tremblantes, ou comment un travailleur ramasse les ordures tout en levant à peine la tête. Le bruit du trafic se mêle au pas pressé, l'odeur du pain frais se croise avec celle de la fumée des camions, et, au milieu de tout ce chaos, chaque personne est une somme d'histoires invisibles. Si tu t'arrêtes une seconde pour vraiment observer, tu vois que personne n'est exempt de fardeau. La compassion est la capacité de regarder au-delà de ton propre agenda et de comprendre que les autres, même s'ils ne te le disent pas, mènent aussi des batailles que tu n'imagines pas. Il ne s'agit pas de sentimentalisme ni de se laisser piétiner. C'est une force pratique. Quand tu choisis de comprendre plutôt que de juger, tu te donnes un avantage invisible. La colère des autres ne te déséquilibre plus de la même manière. Les mots durs perdent leur tranchant. L'empressement des autres cesse de te transmettre de l'anxiété. Pratiquer la compassion est un acte de maîtrise de soi aussi concret que de résister à la gratification immédiate ou de se lever quand c'est difficile. C'est décider que, même si l'esprit te pousse à la réaction automatique, tu peux répondre avec compréhension. Un geste aimable, un regard sans jugement, même céder le passage en silence, sont des entraînements quotidiens. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec dureté, tu gagnes du terrain intérieur. La compassion est une force silencieuse, répète-le en marchant. Parce que comprendre l'autre n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle de la qualité de ton humeur. La colère et l'indifférence te rendent plus faible que n'importe quel acte de bonté. Celui qui pratique la compassion, même quand personne ne le mérite, cultive une sérénité qui ne s'achète avec aucun autre effort. Fais de la compassion une habitude matinale, non pas parce que le monde le mérite, mais parce que tu mérites de ne pas porter l'amertume des autres. La véritable force est de choisir l'humanité, même dans les détails les plus petits. 9. Donne un sens à chaque lever de soleil. Un lever de soleil sans sens est comme une machine en mode pilote automatique. Elle consomme de l'énergie, produit du bruit, mais n'avance vers aucune destination réelle. C'est ainsi que tu vis lorsque tu te limites à répéter des routines vides, lorsque tu te lèves simplement parce que c'est nécessaire, sans te demander pourquoi. Ne te trompe pas, la majeure partie de ta fatigue ne vient pas du travail acharné, mais du manque de direction.
Si tu ne donnes pas de sens à tes matins, tu deviens l'ouvrier d'un agenda que tu n'as même pas choisi. Ce sentiment de vide, ce dégoût qui t'accompagne même après une bonne nuit de sommeil, est le symptôme d'une vie qui avance par inertie. Personne ne te le dira en face, mais beaucoup préfèrent ne pas regarder cette vérité en face. Tu te voles toi-même l'opportunité de vivre avec un but chaque jour. Et la facture, c'est le temps qui te la présente, pas la chance. L'excuse la plus facile est le « je n'ai pas le temps de philosopher au réveil ». Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, tu as besoin d'une brutalité d'honnêteté. Chaque jour que tu commences sans te demander « pourquoi me lève-je vraiment ?», tu te mets entre les mains du vide. Ne te cache pas derrière des obligations, ni ne te réfugie dans la routine confortable de faire pour faire. Si ton seul but matinal est de survivre à la journée, alors tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. Donne un sens à chaque lever de soleil, même si c'est inconfortable de regarder tes propres motivations faibles. Le sens ne se trouve pas, il se construit. C'est une décision, pas un accident. Es-tu prêt à tolérer une existence sans cap, juste pour éviter l'effort de te poser des questions difficiles ? Si c'est le cas, alors accepte la médiocrité comme ta compagne silencieuse. Celui qui ne donne pas de sens finit par être décoré dans la vie des autres. Grave-toi cela. Tu n'as pas besoin de grands mots ni de discours inspirants. Ce dont tu as besoin, c'est d'une définition agressive de ce que tu vas défendre ce jour-là, de ce que tu ne vas pas négocier, de ce que tu vas construire, même si cela coûte. Le but est l'encre qui empêche le courant de la paresse et de la confusion de t'entraîner vers le néant. Un jour avec sens est un jour qui dérange, car il exige quelque chose de toi. Attention, courage, engagement. Ce n'est pas de la poésie bon marché. C'est te demander, à voix haute si nécessaire, quelle valeur réelle vais-je ajouter aujourd'hui à ma vie et à celle des autres. Si tu ne réponds pas, la réponse sera le vide. Ne t'échappe pas avec l'excuse que tout le monde vit ainsi. C'est l'excuse de ceux qui se résignent à disparaître dans la foule. Si tu veux du respect pour toi-même, exige un but de ton esprit chaque matin. Ce n'est pas négociable. Soit tu décides du sens, soit on te l'impose. Phrase emblématique, un jour sans sens est une dette qui ne se paie jamais. Fais en sorte que se lever soit un effort, non pas par fatigue, mais par le poids de la responsabilité que tu as toi-même choisie. C'est ça, vivre de front. 10. Vis aujourd'hui comme si c'était irrépétible. Tu n'as pas de temps. C'est la vérité inconfortable que beaucoup préfèrent éviter. Chaque jour que tu laisses passer en attendant une meilleure occasion est un pari perdu. La vie ne te rendra pas une seule matinée gaspillée, et faire semblant qu'il y aura toujours une autre chance est la stratégie parfaite pour ne jamais changer. Intérieurement, tu le sais. Il y a une partie de toi qui ressent le poids de chaque routine répétée sans sens, de chaque geste fait par inertie, de chaque conversation vide qui remplit le silence juste pour ne pas entendre ce qui compte vraiment. Nous vivons comme si les jours étaient une ressource renouvelable, mais il suffit de regarder en arrière pour constater combien se sont écoulés sans laisser de traces. Ce mécanisme mental qui te dit « demain, oui, la prochaine fois je ferai mieux », est le même qui reporte ta vie et te vole de la force. Tout ce que tu relègues s'accumule comme une dette psychologique. Les mots non dits, les projets non commencés, les excuses que tu n'as jamais osé offrir ou les décisions que tu continues de reporter par peur ou par simple confort. L'auto-illusion est subtile. Tu te répètes que tu es occupé, que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de clarté avant d'agir. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée en prudence. Tu vis avec la fantaisie que le jour d'aujourd'hui n'est qu'un brouillon, une répétition générale pour une version plus courageuse et authentique que, au fond, tu crains de ne jamais atteindre. Sans t'en rendre compte, tu sacrifies l'essentiel pour l'urgent, et l'urgent a rarement une vraie valeur. Il y a une contradiction centrale en nous. Nous savons que nous sommes finis, mais nous agissons comme si nous avions un crédit illimité de lendemain. Chaque fois que tu cèdes à la paresse, à la distraction, aux excuses habituelles, tu paries ta seule vie au hasard d'un futur que personne ne te garantit. Le temps n'attend personne.
Cette phrase devrait brûler dans ta conscience chaque fois que tes habitudes paresseuses essaient de négocier avec le jour. Vivre aujourd'hui comme si c'était irrépétible n'est pas penser à la mort avec angoisse, mais cesser de tolérer la médiocrité avec laquelle tu te traites parfois. C'est regarder en face tes priorités et te demander sans concession quel poids réel accorder à mon temps. Car c'est là que ta vérité se révèle, non dans tes intentions, mais dans tes décisions concrètes. L'esprit cherche du réconfort dans la répétition parce qu'il craint le risque de l'authentique, mais chaque journée est un espace unique pour défier ce confort et entraîner le courage de faire ce qui compte vraiment, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si personne ne l'apprécie. La vie ne se répète pas, elle se vit. Et chaque matin est une page blanche qui, si tu ne l'écris pas, se remplit de routines vides. L'urgence de vivre ne se négocie pas. Fais en sorte qu'aujourd'hui compte, ne serait-ce que parce qu'il ne reviendra jamais. Vivre en attendant que le monde nous rende quelque chose simplement parce que nous nous sentons vides est la recette parfaite pour la frustration chronique. Ce n'est ni le destin ni la chance qui nous retient, mais un besoin silencieux, presque imperceptible, de contrôler et de forcer les résultats. Il y a ceux qui passent des années à pousser, à négocier avec la vie, à exiger que les choses se passent exactement comme ils les ont planifiées, et finissent épuisés, anxieux, toujours avec la sensation d'être un pas en arrière de ce qu'ils désirent. L'esprit devient une usine d'attente et de déception, un mécanisme qui ne sait que demander, jamais remercier, ni lâcher prise. Ce que peu admettent, c'est le coût psychologique de vivre dans le manque, une dette intérieure qui grandit et s'accumule, fracturant peu à peu le caractère et la sérénité. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire spirituelle, mais une discipline brutale. Il ne s'agit pas de se résigner, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à apprendre à fonctionner depuis l'autosuffisance et à cesser de mendier des résultats. Personne ne va te sauver de ta propre anxiété. Si tu cherches un véritable pouvoir, commence par cesser de le poursuivre avec désespoir. La maîtrise de soi est la seule richesse que personne ne peut te ravir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 8 leçons qui non seulement défient ta façon de penser, mais qui peuvent changer en profondeur la manière dont tu expérimentes la vie. Si tu veux attirer, commence par apprendre à ne pas avoir besoin. 1. Arrête de poursuivre depuis le manque, arrête de poursuivre comme si tu étais en faillite émotionnelle. Personne ne te doit rien. Le monde ne va pas te récompenser pour courir après ce que tu désires avec anxiété et désespoir. Ce sentiment d'urgence, ce vide qui te pousse à agir depuis le manque, ne te rapproche pas de ce que tu veux. Cela t'éloigne, te fatigue, te rend esclave de tes propres carences. Si tu continues à agir par nécessité, tu renforces seulement l'idée que tu n'es pas suffisant et qu'il te manque quelque chose d'essentiel pour être heureux, fort ou précieux. C'est une dette qui ne se paie jamais, une course qui ne finit jamais. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses confortables, ni pour les drames internes que tu te racontes pour justifier ta quête démesurée. Chaque fois que tu te convaincs que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet, tu ne fais que renforcer ta dépendance et affaiblir ton caractère. Personne ne respecte celui qui mendie des miettes émotionnelles. Même toi-même, tu ne peux pas te respecter si tu te vois supplier la vie, les gens, le destin, de te donner ce que tu n'as pas appris à te donner. Arrête d'agir comme si tu étais fragmenté, comme si ta valeur dépendait de la confirmation du monde. Arrête de projeter tes insécurités dans le futur, croyant que quelque chose ou quelqu'un va venir te sauver de ta propre insatisfaction. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter ta tranquillité en échange de cette possibilité lointaine que tes attentes se réalisent? La dure réalité est que ce que tu poursuis avec anxiété finit par t'échapper, car le monde sent ton besoin et ne répond pas au manque, il répond à la solidité. Lorsque ta vie tourne autour de ce qui te manque, tu deviens une proie facile pour le marketing, le chantage émotionnel, l'auto-tromperie et la manipulation. Le premier à te manipuler, c'est toi.
te faisant croire que si tu obtiens ce résultat, cette approbation ou cet objectif, alors tu pourras respirer. C'est un mensonge. Tu veux la liberté, mais tu t'enchaînes de plus en plus chaque fois que tu poursuis depuis l'urgence. L'autosuffisance n'est pas un luxe, c'est une obligation pour quiconque aspire au respect de soi. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois entraîner le muscle de l'autosuffisance. Agis depuis l'abondance, pas depuis la rareté. L'excellence ne naît pas du besoin, elle naît de l'engagement envers ce que tu es capable de contrôler, tes actions, tes pensées, ton caractère. Le résultat externe est une conséquence, jamais une preuve de valeur. Apprends à te mouvoir avec discipline et détermination, sans demander la permission à personne, sans supplier la vie de te donner ce que tu n'as pas encore construit en toi. Ton devoir est d'agir avec vertu, pas de t'obséder pour la récompense. Arrête de regarder vers l'extérieur comme si la solution s'y trouvait. Le poids de ton anxiété pour le résultat est un fardeau inutile. Lâche-le une bonne fois pour toutes. Ce que tu attires n'est pas parce que tu poursuis, mais parce que tu es pendant que tu agis. Personne ne peut te combler si tu ne décides pas de cesser d'opérer depuis le vide. Tu n'attires que ce que tu es prêt à soutenir. Si tu veux du respect, commence par cesser de le mendier. Si tu veux des résultats, arrête de t'obséder avec eux et deviens excellent dans le processus. Si tu veux la paix, arrête de négocier avec ta propre esprit et accepte la vie comme elle vient, sans peur, sans attente toxique, sans ce filtre qui déforme tout. Le manque est une fracture que tu nourris chaque fois que tu choisis de poursuivre depuis la faiblesse. L'abondance est un choix quotidien, une discipline, pas un prix que quelqu'un te remet. Personne d'autre ne va te sauver de ton propre besoin. L'autosuffisance ne se négocie pas, elle s'entraîne. Fais-le maintenant, ta vie en dépend. 2. Maîtrise tes actions, pas les résultats. Tu te lèves et vérifies ton téléphone avant même d'ouvrir correctement les yeux. Notifications, messages, le rappel de ce qui est attendu de toi, la petite anxiété de savoir si quelque chose s'est bien passé pendant que tu dormais. Dès ce moment, ton esprit commence à anticiper ce qui pourrait mal tourner, ce qui manque, ce qui devrait être différent. Tu vas au travail ou à tes activités et, presque sans t'en rendre compte, chaque action se teinte de la question silencieuse. Et si ça ne fonctionne pas? Et si ce n'est pas suffisant? Tu veux contrôler la réaction des autres, le résultat de tes efforts, même l'humeur avec laquelle on t'accueillera. Tu te déplaces avec une corde invisible attachée au cou des résultats, comme si ta journée dépendait de ce que tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Cette pression s'accumule, et à l'intérieur, tu ressens la tension de lutter contre quelque chose qui s'échappe toujours une seconde avant que tu puisses l'attraper. Dans cet état, le contrôle devient une sorte de piège mental. Tu crois que si tu ajustes un détail de plus, si tu corriges un mot, si tu anticipes toutes les variables, alors tu pourras garantir le résultat que tu imagines. Mais c'est justement là que tu commences à te perdre. L'esprit se bloque dans des boucles de révision, dans des projections sur l'avenir, dans la peur d'échouer ou d'être jugé. Chaque fois que tu investis de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu t'éloignes de ton véritable pouvoir. Les actions concrètes, les pensées que tu choisis de cultiver, l'attitude que tu décides de maintenir, même lorsque l'environnement ne répond pas comme tu l'espérais. Il est facile de tomber dans l'illusion que la vie te doit des certitudes. Mais la vérité est que tu n'as du pouvoir que sur ce que tu fais, jamais sur ce qui se passe ensuite. Une action t'appartient, le résultat, non. Le poison réside dans l'attente rigide. On t'a appris à mesurer ta valeur par ce que tu accomplis, par les applaudissements ou l'approbation extérieure, par le reflet qui revient de l'extérieur. Cela installe une fracture silencieuse. Tu commences à agir non par intégrité, mais par peur du rejet ou de l'échec. L'habitude de remettre à plus tard le bien-être jusqu'à ce qu'un résultat arrive, qui n'est jamais garanti, s'installe. Dans ce jeu, l'anxiété est la monnaie et l'insatisfaction la dette qui s'accumule. La paradoxe est brutale. Plus tu t'obsèdes à contrôler l'issue, plus tu t'éloignes de l'efficacité réelle et de la paix intérieure.
La plénitude ne réside pas dans l'issue, mais dans la manière d'agir. Il faut entraîner l'esprit à lâcher l'illusion du contrôle absolu. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. Si tu mets ton estime de soi, ta joie et ton énergie dans le résultat, tu deviens esclave de l'incontrôlable. Mais si tu décides de maîtriser tes actions, de perfectionner ton processus, d'affiner ta discipline et de t'engager dans le présent, alors tu récupères le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de cesser de faire des efforts, mais de changer d'axe. Tu fais ce que tu dois faire parce que c'est juste, parce que cela te construit, pas parce que cela garantit une récompense extérieure. C'est là que commence à se forger la véritable autosuffisance. Laisse les résultats être une conséquence, pas une obsession. Si tu peux t'asseoir à la fin de la journée et te dire honnêtement que tu as agi avec intégrité, que tu as donné le meilleur de toi-même dans ce qui dépendait de tes mains et de ton esprit, alors le résultat cesse d'avoir le pouvoir de te définir. Fais ce qui t'appartient, le reste ne t'appartient pas. C'est la différence entre l'anxiété et la liberté. Maîtrise tes actions et accepte le destin, car la vie ne négocie pas avec tes attentes, mais respecte ton caractère. 3. Concentre-toi sur la solidité intérieure quotidienne. Je dois l'admettre, pendant des années, mon plus grand ennemi n'a pas été la vie ni ses obstacles, mais ce sentiment constant de fragilité intérieure, cette peur silencieuse de ne pas être suffisamment préparé à ce qui pouvait arriver. Ce n'était pas tant la peur d'échouer à l'extérieur, mais le manque de confiance en ma capacité à me soutenir lorsque quelque chose tournait mal. Ce soupçon permanent que n'importe quel coup, n'importe quelle critique, n'importe quel imprévu pouvait faire s'effondrer ce que j'avais construit à l'intérieur. C'est inconfortable de le reconnaître, mais l'insécurité ne se manifeste pas seulement dans les grands échecs. Elle apparaît dans le quotidien, dans la façon dont tu te parles mentalement aux premières erreurs, dans la façon dont tu doutes de toi-même face à une décision difficile, dans la facilité avec laquelle tu te compares et te punis lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et le pire, c'est que souvent cette fragilité se déguise en auto-exigence, en perfectionnisme, en ce désir de tout bien faire, qui est en réalité une peur de ne pas être à la hauteur. Lorsque tu décomposes ce cycle, tu vois que la racine se trouve dans un manque de solidité intérieure qui ne se compense pas par des réussites externes ni par les éloges de quiconque. Tout commence par la formation d'une base psychologique quotidienne, ce que tu choisis de penser de toi-même, les croyances que tu nourris avec tes mots intérieurs, la façon dont tu fais face à tes petites défaites et à tes petites victoires. Si ton identité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, n'importe quel vent te déstabilise. Si tu n'as pas une routine mentale dans laquelle chaque jour tu renforces tes principes, ton autodiscipline et ta capacité à résister aux inconforts, alors toute ta structure intérieure est fragile, même si en apparence tu maintiens une vie réussie. La solidité intérieure n'est pas un idéal lointain. C'est la conséquence directe des investissements quotidiens que tu fais dans ton esprit et ton caractère. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre de se sentir fort, mais de travailler chaque jour à polir les réponses automatiques, à démonter les pensées défaitistes et à construire une image de soi qui ne s'effondre pas face à la critique ou au rejet. Le véritable problème est que nous avons tendance à entraîner davantage le muscle de l'inquiétude que celui de la stabilité mentale. Tu passes des heures à anticiper des problèmes, à examiner des scénarios négatifs, à douter de tes capacités. Cela ne fait que renforcer l'habitude de l'insécurité et de l'indécision. En revanche, très peu de gens consacrent un temps réel à renforcer l'esprit avec des principes clairs, à l'entraîner à revenir toujours au présent et à agir depuis le calme, pas depuis la panique. La solidité intérieure se construit lorsque tu cesses d'attendre que l'environnement soit favorable et que tu commences à t'exiger sérénité, même lorsque tout semble aller à l'encontre. C'est un travail ingrat, car personne n'applaudit le fait que tu gardes ton calme au milieu du chaos. Personne ne te reconnaît pour avoir contrôlé ton attention lorsque tu pourrais te perdre dans l'anxiété, mais c'est le muscle dont tu as besoin pour traverser la vie sans te briser.
La décision est radicale. Chaque jour, tu choisis entre investir dans ta force ou l'hypothéquer à des préoccupations sans fondement. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de cultiver un esprit qui ne se rend pas au premier coup. La discipline quotidienne est une forme de respect de soi. Tu te montres que tu peux avoir confiance en toi, que tes habitudes et ton caractère te soutiennent lorsque le monde ne le fait pas. Ne te concentre pas sur la collection de réussites pour masquer tes insécurités. Concentre-toi sur le fait de devenir quelqu'un capable de se soutenir dans n'importe quelle circonstance. Tu es aussi fort que ce que tu entraînes chaque jour. Si ton esprit se plie facilement, ta vie sera une chaîne de réactions impulsives et de regrets. Mais si tu décides de construire une solidité intérieure, chaque jour tu deviens plus difficile à renverser, plus libre de l'opinion des autres, plus imperméable à ce que tu ne peux pas contrôler. Être solide à l'intérieur est la seule garantie d'un pouvoir réel. L'autosuffisance ne s'improvise pas. Elle se cultive, elle se renforce, elle se démontre dans le quotidien. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce choix quotidien. Plus important que ce que tu réalises, c'est en qui tu es en train de devenir. 4. Identifie et surmonte tes ennemis intérieurs. Pense à une machine ancienne, lourde, rouillée par les années, qui continue de tourner même si personne ne la surveille. Chaque engrenage est un mécanisme mental appris. La peur qui te fait serrer les dents face à quelque chose de nouveau. L'impatience qui se reflète dans tes mains agitées sur la table. La rigidité qui transforme tout changement en un sursaut physique. L'orgueil qui se perçoit dans la tension de ta mâchoire lorsque quelqu'un te contredit. Cette machine continue de fonctionner jour et nuit et le plus brutal, c'est qu'elle opère en toi, conditionnant la façon dont tu réagis à tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas une présence abstraite ni un monstre invisible, c'est tangible. Cela se manifeste dans les gestes inconscients, dans la posture que tu adoptes lorsque tu es mal à l'aise, dans le soupir contenu avant de prendre une décision difficile. Le véritable piège réside dans le fait que ces ennemis intérieurs se déguisent souvent en prudence, en exigence saine, en amour-propre mal compris. Mais chaque fois que tu les laisses fonctionner en automatique, tu perds le contrôle réel sur ta vie. Il n'est pas nécessaire de chercher des ennemis à l'extérieur quand tu vis avec eux chaque jour à l'intérieur. La peur, par exemple, ne crie pas toujours. Parfois, elle s'installe dans le regard baissé lorsque tu dois défendre ton point de vue, dans ce frisson bref qui parcourt ton dos avant de te confronter à l'inconnu. L'impatience est plus subtile. Elle se manifeste dans les doigts qui tambourinent sur le bureau, dans la respiration rapide en attendant une réponse, dans la façon dont ton corps devance les événements, cherchant un soulagement immédiat qui n'arrive presque jamais. La rigidité ne se manifeste pas, elle t'enferme simplement dans tes propres habitudes, transforme chaque petite surprise en une menace, durcit tes traits et te prive de la flexibilité nécessaire pour t'adapter lorsque l'environnement change. L'orgueil, le plus silencieux de tous, se trahit par la difficulté que tu as à demander de l'aide, par l'inconfort qui apparaît lorsque tu reçois une critique, par cette posture forcée de « je peux le faire seul » qui t'isole et te fragilise. Identifier ses ennemis n'est pas un exercice d'auto-analyse interminable, c'est un acte d'honnêteté brutale. Il suffit d'observer tes réactions physiques, ce nœud dans l'estomac lorsque tu crains d'échouer, la mâchoire serrée lorsque tu veux avoir raison à tout prix, la respiration saccadée lorsque ton anxiété te pousse à accélérer sans raison. Ne les rationalise pas, observe-les. Si tu as le courage de regarder ces mécanismes en face, tu cesses d'être une victime et tu deviens responsable. Personne ne peut vaincre ce qu'il n'ose pas nommer. C'est ici que l'autosuffisance commence à prendre une forme réelle. Lorsque tu reconnais que tes obstacles les plus sérieux ne se trouvent pas dans la rue ni dans l'agenda des autres, mais dans les automatismes internes que tu choisis de ne pas remettre en question. La prochaine étape est de rompre le cycle. Il ne suffit pas de prendre conscience, il faut interrompre le mécanisme, même si cela coûte. La peur doit être poussée à l'action. Si tu sens le tremblement dans tes mains avant de parler, parle quand même.
même si ta voix tremble. L'impatience se surmonte en entraînant l'attente. Respire profondément. Résiste à l'impulsion d'exiger des résultats immédiats. Apprends à tolérer le vide entre ce que tu fais et ce que tu reçois. La rigidité se combat par de petits actes de flexibilité. Change de route, accepte une erreur sans dramatiser, permets à quelque chose de ne pas se dérouler comme prévu sans l'utiliser comme justification pour abandonner. L'orgueil se dissout en pratiquant l'humilité. Accepte de l'aide, écoute vraiment, lâche cette nécessité absurde de tout contrôler. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Si le muscle ne fait pas mal, il ne grandit pas. C'est la loi. Tes ennemis intérieurs ne commandent que si tu obéis sans résistance. La véritable liberté commence lorsque tu es capable d'identifier le mécanisme et de décider d'agir différemment. Chaque fois que tu surmontes une réaction automatique, tu gagnes un gramme de pouvoir réel sur toi-même. Il ne s'agit pas d'éliminer les ennemis intérieurs, mais d'apprendre à vivre au-dessus d'eux. La maîtrise de soi, c'est ce qui se cultive, c'est ce qui attire le respect et la solidité. Personne ne peut te donner cette victoire, ni te retirer le poids de vivre avec toi-même. Le plus grand sabotage est d'ignorer ce que tu portes en toi. Celui qui maîtrise ses mécanismes maîtrise sa vie. 5. Cultive la discipline, pas l'anxiété. L'anxiété est une discipline gaspillée. L'énergie que tu consacres à imaginer le pire, tu pourrais l'investir à construire le meilleur. Ne te trompe pas, l'anxiété et l'obsession du contrôle déguisent leur faiblesse par un effort apparent. Ce qui semble être de l'hyperactivité est au fond la peur de ne pas être capable de supporter l'incertitude. Cette urgence à anticiper tout, à vérifier 2 fois ce que tu as déjà fait, à corriger jusqu'au dernier détail, n'est pas une vraie discipline. C'est une addiction à la souffrance auto-infligée. Arrête de te vendre le mensonge confortable que s'inquiéter est être responsable. La discipline ne naît pas de l'angoisse. Elle naît d'un engagement froid et conscient envers le processus, même si le résultat tarde à arriver ou n'arrive jamais comme tu l'espères. Être discipliné, c'est s'asseoir chaque jour pour faire ce qui est nécessaire, sans demander à l'univers des garanties ni des anesthésiques émotionnels. Être anxieux, c'est avoir besoin de signaux, d'applaudissements et de certitudes pour agir. Et quand tu ne les obtiens pas, tu te paralyses ou tu t'auto-sabotages. La différence est brutale. La discipline renforce, l'anxiété fragmente. Chaque fois que tu choisis l'anxiété, tu paies des intérêts pour une dette que tu as toi-même inventée. La discipline est la décision de cesser d'hypothéquer ta paix pour des résultats qui ne seront jamais totalement sous ton contrôle. Personne ne va te donner de la constance. Tu dois la gagner, et ça fait mal. Arrête de justifier ton incapacité à maintenir des routines avec l'excuse que tu ne peux pas t'empêcher de t'inquiéter. Oui, tu peux. Mais tu ne veux pas payer le prix de l'inconfort silencieux que cela implique de s'asseoir pour travailler, étudier, s'entraîner, sans attendre un soulagement immédiat. Il faut le dire clairement, l'anxiété est la sortie facile de celui qui craint de faire face au vide qui reste quand le bruit des attentes s'éteint. La discipline est la force de te maintenir là, inconfortable, sans fuir vers la distraction ni la plainte. La société récompense l'anxiété avec compassion et étiquette, mais méprise en silence ceux qui ne sont pas capables de s'imposer un emploi du temps, une méthode, une répétition quotidienne. La discipline est un acte impopulaire parce qu'elle n'a pas de glamour, elle ne vend pas d'histoires grandioses, elle ne peut pas être montrée sur les réseaux comme si c'était un accomplissement instantané. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le drame de l'anxiété à la monotonie de la vraie discipline. Ici, il n'y a pas de place pour les raccourcis. Si tu veux du respect de soi, tu dois le construire en répétant ce qui est juste chaque jour, surtout quand personne ne te regarde et quand le corps et l'esprit te demandent d'abandonner. Fais-le inconfortable, fais-le fatigant, fais-le ennuyeux, mais fais-le. Personne ne construit de caractère en sautant le processus inconfortable de la constance. L'excellence est une conséquence, pas une coïncidence. La médiocrité est un choix quotidien.
Te rends-tu compte combien de fois tu utilises l'anxiété comme prétexte pour ne pas agir, pour procrastiner, pour céder à la paresse? Tu n'es pas victime de ton esprit, tu es l'architecte de ta routine. Si tu ne peux pas faire confiance à ta propre capacité à faire ce qui doit être fait au bon moment, comment espères-tu que la vie te prenne au sérieux? Assez de chercher une motivation externe, arrête de mendier au monde un signe pour commencer. Fais ce que tu dois, même si tu n'en as pas envie. La discipline est le seul rempart contre l'instabilité. L'anxiété est l'impôt que tu paies pour ne pas l'avoir. Chaque jour que tu remets à plus tard l'entraînement de ton caractère, tu deviens plus petit face aux défis et plus dépendant des résultats externes. Il n'y a pas de dignité à vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. La discipline est la liberté à tempérament. L'anxiété est l'esclavage à prix réduit. Choisis de quel côté tu veux être. Tu n'as pas besoin d'encouragement, tu as besoin de rigueur. Tu n'es pas tes émotions passagères, tu es ce que tu répètes sans excuse. Tiens-toi dans le processus, même si personne ne le célèbre. La discipline est le muscle que personne ne peut te voler. 6. Embrassez la flexibilité face au chaos. Personne ne va vous protéger du chaos. C'est la vérité qui fait le plus mal à accepter et celle qui peut vous donner le plus de liberté si vous avez le courage de la vivre sans anesthésie. Il n'existe pas de manuel garantissant que le monde se comportera selon vos plans, ni de formule magique transformant l'incertitude en sécurité. Le désir de contrôler chaque variable, d'anticiper chaque problème, est une illusion enfantine qui ne sert qu'à créer plus de rigidité et de souffrance. La réalité est que la vie ne vous demandera pas la permission de changer de cap, et si vous vous accrochez à la nécessité que tout s'inscrive dans votre schéma mental, vous finissez par vous briser vous-même, pas le chaos. Embrasser la flexibilité n'est pas se résigner, c'est cesser de lutter contre l'inévitable et commencer à utiliser cette énergie pour vous adapter avec intelligence et dignité. Lorsque vous regardez de face vos propres réactions face au désordre, vous voyez combien de temps et d'énergie vous perdez dans une résistance inutile. Vous voulez que les choses se passent comme vous l'espérez, que les gens se comportent selon vos attentes, que la réalité s'adapte à votre carte mentale, et dans cette lutte silencieuse, vous ne parvenez qu'à plus de tension et d'épuisement. La rigidité est le mécanisme automatique de l'esprit effrayé. Elle vous fait croire que si vous gardez tout sous contrôle, rien ne pourra vous blesser, rien ne sortira du script. Mais derrière cette tentative désespérée de fixer chaque détail, il y a la peur de ne pas pouvoir vous soutenir si le monde se dérègle. Le véritable conflit ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans votre incapacité à lâcher l'idée que vous avez besoin de garanties pour aller bien. Être fort, ce n'est pas se durcir, c'est devenir flexible. La flexibilité mentale est une décision inconfortable, car elle oblige à renoncer à la fausse sécurité de ce qui est prévisible. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de laisser tout passer sans intervenir, mais de comprendre que votre véritable pouvoir réside dans votre capacité à vous adapter à ce qui se passe, et non à imposer vos conditions à la vie. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, que vous vous permettez d'ajuster votre attitude lorsque les choses changent, vous entraînez le muscle de la flexibilité. Cela implique d'accepter l'inconfort initial, de tolérer le vide de l'inconnu, de supporter le poids de l'incertitude sans céder à la panique. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force psychologique. Seul celui qui sait se plier sans se briser peut traverser le chaos sans se perdre lui-même. Les croyances rigides sont les plus petites et les plus oppressives des prisons. Lorsque vous vous accrochez à la façon dont la vie devrait être, vous vous condamnez à une frustration perpétuelle, chaque fois que la réalité montre son indifférence à vos règles internes. Le conflit surgit lorsque votre sens de l'identité dépend de la stabilité des choses. Lorsque vous voyez le changement comme une menace et non comme une opportunité de croissance. La clé est de cesser de vous identifier à vos plans et de commencer à vous identifier à votre capacité à répondre de manière créative à tout tournant inattendu.
Celui qui ne sait agir que dans des conditions idéales ne construira jamais de véritable force. La flexibilité s'entraîne chaque jour, dans les petits détails. Lorsque vous acceptez qu'un contretemps ne définit pas votre valeur, lorsque vous modifiez votre approche sans perdre votre intégrité, lorsque vous lâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas changer et utilisez cette énergie pour améliorer ce qui dépend de vous. Vous n'êtes pas vos plans, vous êtes votre capacité à vous adapter. Cette phrase peut faire mal, mais c'est là que se trouve la liberté. Le chaos n'est pas votre ennemi. C'est la scène où se révèle en qui vous êtes en train de devenir. Si vous choisissez la flexibilité comme discipline, le désordre cesse d'être une menace et devient le terrain où se forge votre véritable caractère. 7. Fais confiance à ton processus sans chercher de validation. Tu franchis la porte du bureau, salues d'un signe de tête et t'installes à ton bureau. La routine commence. Tu ouvres tes emails, vérifies tes tâches, travailles sur ce qu'il faut. Pendant que tu avances, une partie de ton esprit calcule si ce que tu fais est suffisant, si le patron va le remarquer, si cela aura l'impact que tu espères. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, si aujourd'hui quelqu'un va reconnaître l'effort, si le résultat sera assez bon pour que les autres le considèrent comme précieux. Cette pression silencieuse s'immisce entre chaque action, déforme le sens de ce que tu fais et te vole la capacité de profiter du processus. Sans t'en rendre compte, tu cesses de faire confiance à ton propre jugement et commences à dépendre du thermomètre émotionnel des autres pour valider tes pas. La journée avance et chaque fois que tu ne reçois pas de réponse, le poids s'accumule. Tu commences à douter si ce que tu fais a du sens ou si ce n'est qu'une tâche de plus pour faire passer le temps. C'est ici qu'un des mécanismes les plus nuisibles du caractère s'installe, la recherche désespérée de validation. Ce qui commence comme un besoin minimal de reconnaissance se transforme en un piège difficile à voir. Le moteur de tes actions cesse d'être l'engagement envers le processus et devient l'attente d'un applaudissement extérieur. Cela ne fait pas que t'épuiser, mais déforme aussi le sens de ton effort. Quand tu travailles uniquement pour être reconnu, tu perds le contrôle sur la signification de ton propre chemin. Le résultat est une sorte d'addiction psychologique. La dopamine de l'approbation des autres devient ta drogue, et quand elle manque, tout perd de sa valeur. Ainsi, ton estime de soi devient une montagne russe qui monte et descend selon la réaction, le commentaire ou le regard extérieur, et tu cesses d'être maître de toi-même. La pire erreur est de croire que la validation est une garantie de vérité ou de valeur. En réalité, c'est juste un reflet des attentes des autres et bien souvent une distorsion intéressée. Lorsque tu analyses les causes, tu vois qu'au fond de cette quête se cache une insécurité fondamentale, l'incapacité de faire confiance à son propre processus, de te soutenir dans ton jugement et dans ton effort sans avoir besoin du signal extérieur que tu es sur la bonne voie. Cela a des conséquences graves. La principale, tu ne te sens jamais suffisant, même lorsque tu atteins ce que tu t'étais fixé. Si l'environnement ne le célèbre pas, tu le minimises toi-même. Si l'environnement le critique, tu t'effondres même si ton travail est solide. C'est une fracture dans le caractère qui te condamne à vivre en fonction des autres et te vole la paix. La décision stratégique est claire. Cessez d'alimenter ce mécanisme et commencez à faire confiance au processus, même si personne ne le voit, même si personne ne le récompense. Construire cette confiance est inconfortable, car cela implique d'avancer même lorsque tout autour est indifférent ou même hostile. C'est s'engager dans tes actions pour la qualité de ce qu'elles représentent, pas pour ce qu'elles génèrent à l'extérieur. Si ton seul critère est la validation, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton chemin. Mais si tu choisis de te maintenir dans ton processus, quoi qu'il arrive, tu construis une solidité que ni les applaudissements ni les critiques ne peuvent te ravir. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité de l'environnement, mais de ne pas hypothéquer ta valeur aux yeux des autres. Chaque action que tu répètes par conviction renforce ton caractère et te rend imperméable à la fluctuation des opinions extérieures.
La différence entre celui qui fait confiance à son processus et celui qui vit en mendiant l'approbation est brutale. L'un avance avec fermeté, l'autre se détourne à chaque signal. La validation est un prix fragile. La confiance, un investissement inébranlable. Tu n'as pas besoin de témoins pour être excellent. Fais le tien, même si personne ne le célèbre. C'est la véritable liberté. Lorsque tu prends la décision de te maintenir sans chercher de validation, le processus devient ton refuge et ta force. L'extérieur cesse de dicter ta valeur. Et là, sans t'en rendre compte, tu commences à attirer le respect, non pas parce que tu le cherches, mais parce que tu cesses d'en dépendre. 8. Transformer chaque obstacle en croissance. Ce que j'ai le plus de mal à admettre, c'est la colère silencieuse qui me traverse chaque fois que la vie met un obstacle sur mon chemin. Ce n'est pas une colère explosive, c'est ce type de tension muette qui s'installe dans la poitrine et serre la mâchoire. Je sens mon corps se durcir, ma respiration devient superficielle et mes épaules se chargent comme si elles portaient un sac à dos invisible de plus en plus lourd. Dans ces moments-là, la première chose qui apparaît n'est pas la réflexion, mais la réaction automatique. La plainte intérieure, le sentiment d'injustice, l'élan de me demander pourquoi moi, pourquoi maintenant. En arrière-plan, il y a une résistance enfantine à accepter que les choses ne vont pas se dérouler selon mon scénario, un rejet viscéral de l'inconfort de l'inattendu. Personne ne vous avertit combien il est douloureux de reconnaître qu'au fond, vous espérez que le monde vous facilite la tâche simplement parce que vous croyez faire suffisamment d'efforts. Cette lutte intérieure se traduit par des gestes concrets. Les mains qui cherchent le téléphone pour se distraire, les pas qui s'accélèrent sans destination claire, le regard qui se perd quelques secondes au plafond, cherchant une réponse facile qui n'arrive jamais. Ces obstacles quotidiens, une erreur au travail, une nouvelle qui vous déstabilise, une conversation difficile que vous ne pouvez pas éviter, se ressentent comme de petits coups qui s'accumulent et érodent la motivation. Le corps réagit avant l'esprit. L'estomac se noue, le dos se tend. La voix devient plus rauque même si vous essayez de le dissimuler. Tout en vous tente d'éviter l'impact, comme si l'inconfort était un ennemi et non une opportunité déguisée. Mais si vous prenez le temps de regarder de près, vous réalisez que chaque obstacle est une sorte de miroir brutal. Il vous montre sans filtre la taille réelle de votre patience, la flexibilité de votre esprit, la qualité de votre caractère quand personne ne vous applaudit ni ne vous console. La plupart fuient ce reflet. Ils préfèrent insister sur la fantaisie que la vie devrait être linéaire et prévisible, que la croissance est un processus sans secousse. Mais le caractère ne se forge que dans la friction avec ce que vous ne voudriez pas affronter. C'est le secret inconfortable. Ce qui vous dérange le plus est exactement ce qui peut le plus vous transformer si vous avez le courage de l'affronter de front. L'obstacle est le filtre qui sépare celui qui souhaite simplement s'améliorer de celui qui est réellement prêt à payer le prix de la croissance. Il n'existe pas de véritable force chez celui qui ne sait avancer que lorsque le chemin est dégagé. Le muscle du caractère se construit en portant le poids de ce qui dérange, en maintenant un regard ferme lorsque le corps demande à s'échapper. Chaque fois que vous faites face à une difficulté sans victimisation ni excuse, vous gagnez un gramme de pouvoir sur vous-même. Chaque obstacle est un investissement dans votre force. C'est la ligne qui marque la différence entre celui qui mûrit et celui qui stagne. La prochaine fois que le monde vous fermera une porte au visage ou que le résultat contredira vos plans, observez votre réaction avec une précision presque chirurgicale. Notez l'élan de fuir, le désir de blâmer, le besoin de chercher un soulagement immédiat. Et là, dans cet espace inconfortable, décidez d'agir différemment. Faites un pas en arrière et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre. Quelle partie de votre caractère est mise à l'épreuve? Quelles compétences vous pouvez entraîner à cet instant même?
Si vous parvenez à rester à cet endroit, sans dramatiser, sans chercher des coupables, vous transformez la douleur en force, la frustration en discipline, l'incertitude en créativité. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient votre meilleur entraîneur. Ce qui vous dérange aujourd'hui sera demain votre avantage. Il suffit d'avoir le courage d'utiliser chaque coup comme matériau de construction, non comme excuse pour vous briser. C'est ainsi qu'on grandit, en acceptant le défi, sans demander de miséricorde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.